Et cette table ronde va porter sur les matières émergentes qui ont vu le jour ces dernières années, qui ne sont pas du cuir, mais qui se présentent comme alternatives au cuir. Donc cette position d'alternative a engendré l'utilisation de termes et parfois d'abus de langage, désormais bien connus, par exemple cuir de raisin ou cuir vegan, qui ont été distillés auprès des consommateurs et qui ont créé parfois une confusion dans les esprits. Donc on fait face aujourd'hui à une multitude de discours, ce qui fait que les consommateurs ont un peu du mal à classifier ce flux d'informations comme info objective, storytelling marketing, réelle innovation éco-responsable ou finalement juste nouveauté, mais parfois pas toujours bonne pour la planète. On a vu dans de nombreux médias qui ont fait connaître ces matières émergentes comme alternatives écologiques ou véganes au cuir. Le quotidien anglais The Times récemment a publié un article sur le cuir vegan qui en fait ne serait pas si green que ça, car composé de plastique, et donc contribuant à l'extraction d'énergie fossile, grande complice du réchauffement climatique. Donc on a entendu tout et son contraire. Qu'en est-il vraiment? C'est ce qu'on va aborder avec Loïc et Thierry. Alors, je vais commencer avec toi, Loïc. Alors, on a des slides, du coup je m'adresse à la technique pour passer à la première slide qui nous montre, voilà, merci beaucoup, la solution de Loïc. Alors Loïc, peux-tu présenter ta solution de matière végétale nouvelle génération, telle que vous l'appelez, ainsi que les motivations qui t'ont amené à sa création? Oui, alors tout d'abord, c'est vrai qu'on veut absolument ne pas être en confrontation directe. C'est ce qu'on échangeait par téléphone la fois dernière, et à juste titre, ne pas utiliser cette appellation cuir vegan, mais vraiment nouvelle matière ou matériaux nouvelle génération, parce que il faut que ceux qui cherchent du cuir puissent s'y retrouver. Il faut que ceux qui ne cherchent pas du cuir puissent aussi s'y retrouver. Donc voilà comment on essaie de définir cette matière qui essaie de trouver sa place, parce que les alternatives et les demandes d'alternatives sont de plus en plus nombreuses. Et nous, mon associé qui malheureusement n'a pas pu être avec moi aujourd'hui, et moi, on avait cette volonté véritable de trouver une alternative il y a déjà quelques années. Et il a fallu du temps pour se dire, tiens, effectivement, en France, on a la chance d'avoir des gens qui font des choses et qui valorisent ces coproduits de l'industrie avec une belle traçabilité, et on les remercie, ce que disait Thierry tout à l'heure. Par contre, c'est pas forcément le cas ailleurs en Europe, en dehors d'Europe. Et c'est ce qui nous a chagriné, cette partie-là, cette partie avec la pollution, etc. Donc on cherchait véritablement à se tourner vers de nouvelles matières. Et en creusant la composition de ces nouvelles matières, on s'est rendu compte qu'en fait, on était beaucoup plus sur du greenwashing qu'autre chose, avec une décomposition bien souvent du polyuréthane en grande majeure partie. Et là, on s'est dit, tiens, remplacer une problématique par une autre, c'est carrément bullshit. Donc nous, on n'en veut pas. C'est faire du tort à tout le monde. Donc comment on va faire ? Et on avait beaucoup d'idées, ça a pris quand même 10 ans de réflexion pour en arriver là et oser se lancer. Et si je vous fais un petit topo rapide, parce que tu m'avais dit que ça t'intéressait. Absolument, je trouvais la jeunesse de votre projet, et la jeunesse du projet très pertinente. a été intéressant, c'est que initialement, nous, on est un projet et on est possesseur de chevaux. Et on voulait trouver, avec les chevaux, on voulait trouver comment valoriser les crottins qui sont faits au quotidien. Donc on s'est dit, tiens, c'est super, on va réussir à en faire de l'engrais. Pour ça, on va l'appauvrir, parce que sinon il fait cramer toutes les racines tout de suite. Et qu'est-ce que je vais faire ? Je peux faire pousser du champignon dessus. Par contre, le commercialiser pour la consommation humaine, au niveau du consommateur, on n'est pas certain que ça passe. Et au niveau hygiène, ça risque d'être un peu compliqué aussi. Donc, on va, y a des alternatives au cuir en champignons, ça tombe bien, on en cherchait, on va le faire. On a réussi à faire des trucs qui ressemblaient à tout, sauf à ce qu'on cherchait. Donc on s'est dit, tiens, c'est quand même, on a eu des beaux résultats, mais pas ce qu'on voulait. Et en parallèle, on a vu tout ce qui était consommation alimentaire et les déchets de l'alimentation. Et là, on s'est dit, tiens, il y a vraiment quelque chose à faire en mixant ces deux idées. Et c'est de là qu'est née cette volonté. Donc, on a fait des essais dans notre cuisine, dans l'atelier. Il nous a fallu 100, 200, 300 essais pour arriver à sortir une matière qui puisse avoir une certaine tenue et quand même une certaine flexibilité.
Voilà pour la genèse du projet. Merci de nous avoir raconté cette histoire. On va rentrer plus dans le détail dans un instant de comment on peut utiliser cette matière. Moi, j'aimerais revenir sur le terme innovation qui est souvent utilisé. On parle de presque ces matières émergentes ont souvent été qualifiées, enfin presque un synonyme en fait de matière innovante, avec ce terme d'innovation de plus en plus perçu comme de facto éco-responsable, alors que pas toujours. Et donc Thierry, la filière cuir a récemment lancé une campagne de communication, justement. On a lancé un nouveau matériau. On va lancer un nouveau matériau. Je pense que j'ai un slide. Il y a un slide effectivement sur ce nouveau matériau. Si on n'a pas, je ferai ça. Donc c'est la filière, c'est le Conseil national du cuir qui a développé ce nouveau matériau et il est assez extraordinaire. Le slide est un peu, alors il s'appelle le RIUC et le RIUC c'est un matériau. Le CNC a un peu exagéré. C'est pas 100% naturel. C'est pas 100% naturel, j'insiste. On va dire que c'est peut-être 90% naturel, mais ce qui est très bien déjà. Ensuite, il est 100% recyclé, on va dire pareil, il est à peu près 90% recyclé, mais c'est bien, on va pas chicaner quand même. Et puis il a une longévité vraiment extraordinaire. En termes de durabilité, c'est un matériau formidable. Il y a un point qui n'apparaît pas sur le slide, c'est en plus un matériau qui, au niveau impact environnemental, est reconnu aujourd'hui. Ça dépend où, mais dans certaines zones géographiques, il est vraiment reconnu. Donc ce matériau qui s'appelle le RIUC, le CNC a lancé ça et ils ont rencontré un grand succès. Ils ont fait un peu sous forme de buzz en amenant l'information petit à petit comme ça et ils ont eu, j'espère que je ne me trompe pas, je crois qu'ils ont eu 600 demandes d'information ou plus de 600, enfin de l'ordre de grandeur, de dire qu'est-ce que c'est que ce matériau, je veux acheter ce matériau, où est-ce qu'on en trouve. Alors ils ont un peu joué le jeu, qu'il n'était pas tout à fait prêt, qu'il fallait attendre, etc. Et c'est le slide suivant, vous avez la photo du matériau en question. Le matériau en question, si vous regardez RIUC et vous regardez l'anagramme de RIUC, et l'anagramme de RIUC, c'est cuir. Et donc ce matériau, quasiment 100% recyclé, ce matériau quasiment 100% naturel, ce matériau avec un impact, avec une durabilité très importante, etc. C'est à nouveau le cuir. Comme j'ai fait la présentation avant, vous m'avez peut-être vu venir un petit peu. Mais donc effectivement, le cuir a toutes ses propriétés. Alors le cuir, il est vieux, donc on a envie de lui cracher dessus un peu parce qu'effectivement, on utilise des animaux, etc. Néanmoins, si on le présente comme ça, il fait réagir 600 designers, concepteurs, prototypistes ou je ne sais pas quoi encore, de dire « Ah mais c'est incroyable ce truc, on ne l'a jamais vu », sauf qu'on l'a déjà vu depuis des années et des années, c'est le cuir. Voilà. Et merci au CNC pour cette campagne. Mais attention, j'insiste, on m'a dit d'insister. Le matériau n'existe pas, ne le demandez pas. C'est un fake, quoi. Ou alors demandez du cuir, là vous êtes les bienvenus. Voilà, là il y aura quelqu'un. Non, effectivement, cette campagne de communication était très maligne, puisque le cuir innove. Et effectivement, en fait, c'est beaucoup un débat autour du terme cuir. Alors exactement. Alors la définition, elle a été donnée sur la table ronde d'avant par Faustine, mais je vais la reprendre. Ne peut recevoir l'appellation cuir qu'un matériau qui est issu d'une peau animale, qui a gardé son intégrité et qui a été tanné de manière à la rendre imputrescible, parce que la peau c'est putrescible, donc il faut la rendre imputrescible, et dont on a gardé la totalité ou partie de la fleur. Donc voilà la définition. Tout ce qui ne répond pas à cette définition ne peut pas avoir l'appellation cuir. Ni non plus d'ailleurs d'écrire simili-cuir ou un adjectif, un titre ou quoi. On peut, cuir de banane, on ne peut pas. Mais j'ai bien entendu que ce n'était pas la question. Hein. Mais cuir de raisin, cuir d'ananas, cuir simili-cuir, tout ça c'est interdit. Vous allez rencontrer des soucis avec la DGCCRF. Donc appelez-le autre chose, il n'y a aucun souci, il y a de la place pour tout le monde, mais il faut proscrire la terminologie cuir. Alors, cette interdiction de terminologie, c'est inscrit dans le code de la consommation. Exactement. Ce que j'ai décrit, la définition que j'ai dit un peu comme ça à l'arrache, ça se trouve dans un décret français de 2010. C'est le 2010-29. Donc vous pouvez le chercher, c'est tout expliqué là-dedans. Et ce qui est intéressant, c'est que historiquement, c'est vraiment un décret français.
et qu'on commence à être suivi par d'autres pays, puisque l'Italie c'est fait, le Portugal c'est fait, enfin ça commence à prendre un peu d'ampleur, mais ce qui veut dire aussi que c'est pas vrai pour tous les pays de la planète. Donc certains pays, ça c'est du recycle laser, alors que c'est pas du cuir, mais dans d'autres pays ils utilisent le terme recycle laser. En fait, ce matériau soi-disant émergent, innovant, c'est ni plus ni moins que du synderme qu'on utilise depuis des années et des années en chaussures, en maroquinerie. Donc est-ce qu'il est innovant? Je ne crois pas. Est-ce qu'il est émergent? Peut-être, parce qu'il a un nouveau nom, etc. Mais c'est du synderme avec un grainage qui laisse penser que c'est du cuir, mais ce n'est pas du cuir. Et ça, on va y venir justement, cette différence dans les performances techniques des matières. Oui, oui, oui. Avant ça, on était donc sur le terme. Loïc, vous avec Vexskin, vous faites vraiment très attention à ces enjeux de terminologie. Vous ne présentez pas ça comme du cuir. En revanche, il me semble que votre mission, c'est quand même de remplacer le cuir dans son usage. Du coup, comment faites-vous d'un point de vue communication, et pour éviter toute confusion, pour ne pas vous mettre la DGCCRF sur le dos, comment faites-vous? Quels sont les échanges en fait, que vous avez, les échanges et les réactions de vos interlocuteurs face à cette matière? Eh bien, il y a deux niveaux. Le premier qui nous concerne directement est assez facile puisque c'est des partis pris et il suffit de maîtriser sa propre communication et des mots qu'on utilise. La seconde est beaucoup moins maîtrisée, beaucoup plus dure à maîtriser, c'est celle des autres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on est dans une interview, en plateau télé, en journal ou rédactionnel, et ben souvent les journalistes prennent ce raccourci de cuir végétal et c'est là où effectivement il peut y avoir une rupture dans les différents acteurs des filières, puisque l'objectif, ce qu'on disait, nous c'est pas l'objectif d'être en rupture totale et en contradiction totale avec ce qui est déjà fait, c'est vraiment d'apporter une alternative supplémentaire pour ceux qui la cherchent. Et du coup, nous, nos matériaux, je le montrais tout à l'heure, on n'a pas voulu représenter le grain qui était fait sur certains matériaux parce que aujourd'hui, c'est pas notre éthique, c'est pas notre volonté. On veut pas avoir quelque chose qui s'y apparente en direct. Après, ce qu'on peut rajouter, ça me fait pas plaisir, mais ça c'est autorisé par contre. C'est-à-dire que ça, le fait qu'il y ait un grain cuir sur ce synderme, ça c'est pas un problème tant qu'on l'appelle pas cuir. C'est ça, mais Simili Cuir est une marque, me semble-t-il, déposée. Qui interdite en France. Mais déposée tout de même. Et c'est là où effectivement, voilà, les anglo-saxons appellent ça du laser-like. Là où en France, effectivement, dès qu'il y a la terminaison cuir, on ne peut pas l'utiliser. Donc nous, on a fait vraiment ce parti pris de dire on veut une nouvelle matière. Et une nouvelle matière, elle doit aussi apporter des nouvelles sensations. Un nouveau toucher, un nouveau visuel, quelque chose qui permette de l'identifier rapidement et sur lequel on puisse dire tiens, ça c'est quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on n'a jamais vu. Qu'il existe en tant que tel en fait, à part entière. Voilà. Alors dans les usages, effectivement, on va pouvoir en faire un sac à main, on va pouvoir en faire une chaussure, on va pouvoir en faire à terme, j'espère, des ceintures. Mais c'est pas parce que ça ressemble à du cuir qu'on a réussi à faire ça, c'est parce que le matériau a des propriétés qu'on a réussi à le faire. D'accord. Je vais juste revenir sur on est beaucoup dans les terminologies cuir végétal. Ça, dans l'industrie, il y a un mix entre cuir végétal qui passe pour du cuir vegan, mais en fait, il y a le tannage végétal. Rapidement là-dessus. Ouais, on a absolument le droit de dire cuir tanné végétal, puisqu'on utilise des tanins végétaux pour tanner le cuir. Donc cuir tanné végétal, ça marche très bien. On peut avoir un raccourci et dire cuir végétal, mais c'est dangereux parce que du coup, il n'est pas végétal du tout. Il est végétal à quelques pourcents près, mais il est essentiellement animal. Donc dire cuir végétal, oui, c'est interdit. Ok, donc c'est carrément interdit. Sauf si on veut parler d'un cuir tanné végétal et on fait un raccourci, mais la banane, le raisin ou quoi que ce soit, on n'a pas le droit de dire cuir végétal. Effectivement, c'est un raccourci un petit peu dangereux c'est un raccourci maladroit. Pour qu'ensuite ce soit repris dans les médias et que les journalistes fassent des raccourcis qui ne vont dans le sens de personne. Donc on a effectivement affaire à deux matériaux entièrement différents. De par leur origine. D'ailleurs, est-ce que tu nous as expliqué ta chaîne d'approvisionnement, comment, puisque donc c'est un matériau à base de banane, à partir de bananes. Exact. Où vous fournissez-vous? Alors aujourd'hui, on a la chance d'être ici sur le département du Nord, et qui est avec le port de Dunkerque, le premier port importateur de bananes pour la consommation française. Et en fait, initialement, on n'avait pas sélectionné la banane dans nos recherches. On avait d'autres fruits qui fonctionnaient très bien.
Et c'est les quantités de déchets qui nous ont amenés à dire tiens, quelle solution on va pouvoir mettre en place pour la filière pour apporter une solution globalisante permettant d'avoir vraiment de résoudre des problématiques sur des grandes échelles. Et donc aujourd'hui, on a des mûrisseries avec lesquelles on travaille, des importateurs ou des spécialistes du déchet avec lesquels on a des partenariats et sur lesquels on va faire du sourcing. Donc aujourd'hui, on récupère des déchets ou des coproduits, ça dépend de qui les emploie et là on intervient dans un autre débat que le cuir, mais c'est un peu la même chose parce qu'il y a toujours les terminologies en ce moment, c'est quand même assez compliqué, donc on va éviter de faire de la politique. On a une table ronde littéralement sur ça. Je ne savais pas que c'était le thème du jour, mais bon, on s'y accommode. Ça intervient. Et de fait, on arrive à récupérer des choses qui sont pas exploitables pour la consommation humaine. Et on voulait vraiment ne pas non plus arriver ici à priver des gens de consommation pour créer nos produits. C'était vraiment, au contraire, trouver une solution à une problématique qui est bien donnée, existante et sur lesquelles on peut agir pour proposer des produits. Donc là, aujourd'hui, on s'est concentré sur le développement d'un matériau, un deuxième d'ici la fin d'année, j'espère, un petit scoop. Mais toujours dans cette volonté d'avoir un produit 100% biosourcé, 100% sans pétrochimie, et ça c'est vraiment super important pour nous parce qu'on veut vraiment absolument pas être dans le fait de remplacer une problématique par une autre. Ça c'est vraiment un non-sens absolu, et ce que disait Thierry à juste titre tout à l'heure, le cuir peut être un bon matériau à partir du moment où il est employé durablement. Certes, c'est pas mes valeurs, véritablement pas, mais elles sont là et effectivement il y a des déchets à traiter et heureusement que ces gens-là le font. Donc nous on va apporter une autre solution à une autre problématique et on veut aussi que notre matériau soit durable. C'est pas pour faire du jetable parce que de toute façon quoi qu'il arrive il y aura un impact énergétique sur la confection de cette matière et il faut qu'elle puisse être on va dire entre guillemets rentabilisée sur l'usage et le temps d'usage de la matière derrière dans son utilité. D'accord. Alors, ces matières se présentent comme alternatives, donc du coup ça implique une notion d'équivalence entre, si on veut remplacer le cuir dans son usage, une notion d'équivalence dans les propriétés mécaniques, les performances techniques. Thierry, toi au CTC, vous faites des tests sur les performances mécaniques de ces matières. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quels tests vous réalisez pour parler un petit peu du cahier des charges du cuir? Il y a les performances mécaniques, mais aussi l'esthétique, le toucher. Loïc, tu en parlais tout à l'heure. Il y a la processabilité aussi. J'ai des slides, je crois, qui ne sont pas là. Voilà, on ne voit pas énormément. Aujourd'hui, j'ai une casquette hyper cuir, je suis désolé, mais après, CTC, c'est Centre Technique Cuir, Chaussures, Maroquinerie. Donc, on travaille aussi pour la chaussure, la maroquinerie et même la ganterie. Et donc, du coup, on est aussi à la recherche de matériaux émergents. J'aime bien dire émergents parce qu'ils sont innovants ou pas innovants, ils sont vertueux ou pas vertueux, mais on est à la recherche de ces matériaux, de les analyser pour les proposer aux entreprises avec lesquelles on travaille. Et donc du coup, ce qu'on a fait ces derniers temps, c'est que alors nous, on est aussi un laboratoire, on n'est pas qu'un centre de recherche, on n'est pas qu'un centre de formation, on est aussi un laboratoire. Et donc tous ceux qui sont dans la chaussure, ils doivent connaître, ou dans la maroquinerie d'ailleurs, ils doivent connaître les tests qui sont écrits dans ces différents radars. Et ce qu'on fait, c'est qu'on compare les résultats qu'on obtiendrait, par exemple, avec ce matériau. On l'a pas testé, mais... Si, ça a été fait. Ah, pardon, j'ai pas les résultats. Et on va y venir. J'ai pas les résultats. Donc voilà, donc on l'a fait. Et de se dire, est-ce que ça, c'est un matériau qui pourrait correspondre pour une fabrication, pour une paire de chaussures, pour un sac à main, pour un bracelet montre, etc. Donc ce que vous voyez, et je vous dis même pas c'est quel matériau parce que c'est pas le sujet. Donc on passe en revue tous les différents tests qui peuvent présenter une pertinence pour se dire, tiens, ce matériau, il pourrait servir à ceci ou à cela. Donc si on prend celui-ci, alors le matériau émergent, c'est le matériau en verre. Donc sur le radar de droite, on voit qu'il est assez génial. Sur le radar du milieu, il est plutôt pas mal par rapport
Le orange, c'est la chaussure, le cahier des charges chaussures, le jaune, c'est un cahier des charges maroquinerie. Donc, il donne plutôt des résultats hyper intéressants. Et puis, par contre, sur le diagramme de gauche, on voit qu'en flexion, il donne des résultats plutôt très mauvais. Donc, du coup, même s'il est bon sur des tas d'essais, le paramètre flexion sur ce matériau va poser problème. Donc, sur une paire de chaussures où on a une flexion quand même en permanence quand on va marcher pour la partie à-dessus, ce matériau pourra poser problème. De la même manière qu'en maroquinerie, on s'intéresse aussi à la flexion. Donc, ce matériau pourrait poser problème sur un usage maroquinerie. Une fois qu'on a fait ça, ce sont que des essais de laboratoire. Donc, on va une démarche un peu plus loin. Et on a un atelier de maroquinerie, on a un atelier chaussures à cet essai également, avec des experts chaussures, des experts maroquinerie. Donc c'est sur le slide suivant, et on regarde si on est en mesure de faire la processabilité de ces articles. Donc on prend le matériau et on fabrique une paire de chaussures, ou on prend le matériau et on fabrique un article de maroquinerie. Donc typiquement, j'ai mis cette photo ici, puisqu'on voit que si on fait une découpe automatique de ce matériau, je ne vous dirai pas c'est lequel non plus, c'est pas le sujet, on s'aperçoit qu'on a tous ces fils là qui viennent apparaître au moment de la découpe automatique. Donc ce matériau, on ne pourra pas faire une découpe automatique, on pourra faire une découpe manuelle, on pourra faire une découpe à l'emporte-pièce, mais pas une découpe automatique, parce que ces fibres vont gêner le parage, l'encollage, le rembordage. Donc avec ce matériau, on va avoir un souci. De la même manière sur le slide suivant, mais c'est un exemple, on a des tas d'autres. Alors on voit peut-être pas très bien. Ça c'est un matériau sur lequel on a fait l'opération de parage, qui est une opération importante, beaucoup en maroquinerie, un peu en chaussures. Et on voit qu'on a la partie blanche, c'est la partie végétale. Et la partie plus marron, c'est la partie induction de surface. Et en fait, on voit que tant qu'on fait le parage, on se retrouve plus qu'avec la partie induction. Et donc, en fait, on a perdu toute résistance mécanique. Et donc, en réalité, ça se casse en deux. Et autant le matériau dans son intégralité avait une pertinence, autant quand on a enlevé une des deux couches, à ce moment-là, ça devient inutilisable. Donc, tout ce qui aura une opération de parage, on ne pourra pas l'utiliser pour cette partie-là. D'accord, donc en fait, c'est... On teste le matériau vraiment par rapport à un usage donné, parce qu'un matériau pourrait être très bien utilisable en maroquinerie et pas en chaussures, je grossis le trait. Non, mais absolument, c'est exactement ça. C'est tout à fait ça. On peut avoir en maroquinerie des parties, pas toutes, où on n'aura pas de problème de flexion, et donc à ce moment-là, on pourra l'utiliser pour ces parties-là. Et alors Loïc, tu disais que vous avez fait tester votre matériau. Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne Est-ce que ça réagit, enfin, comment ça réagit pour l'assemblage de produits notamment? Pour revenir à ce que disait Thierry, on n'a fait qu'une partie, parce que la partie mise en œuvre chaussures ou maroquinerie, on attend encore d'avoir abouti suffisamment la matière et qui est toujours en cours de développement pour pouvoir la finaliser et la présenter. Mais aujourd'hui, on a déjà on a fait des tests de traction, de flexion, de résistance à l'abrasion, à la pliure. Et aujourd'hui, en traction, on a naturellement de très très bons résultats. Par contre, à la déchirure, à la flexion, on a des choses à travailler. Et c'est véritablement pour ça qu'on cherche à aller plus loin. La volonté sur notre produit, ça a été de penser les choses complètement différemment de ce qu'on va pouvoir trouver sur les matériaux déjà disponibles sur le marché. C'est que, alors moi je ne voyais pas les slides, désolé, mais c'était un peu trop. Mais c'est vrai que dans les matériaux qu'on va trouver sur le marché aujourd'hui, en alternative, on va avoir une couche de textile tissé ou non tissé, une couche de foaming, de mousse et un coating par-dessus. Et c'est l'ensemble qui donne les caractéristiques. Nous, on a vraiment voulu une matière qui soit pleine et sur lesquelles on va pouvoir justement faire ces opérations de parage, de pourfendage qui aujourd'hui sont vraiment demandées par notamment les maisons de luxe avec lesquelles on a déjà des échanges, parce que c'est un vrai besoin de pouvoir le faire pour pouvoir proposer des produits de qualité. Sinon on se tourne vers d'autres trucs et là encore c'est Nathalie qui évoquait tout à l'heure le Rich et là eux ne vont pas, et les grandes maisons ne vont pas sur ces produits là parce que ça ne correspond pas à leur cahier des charges en termes de produits et notamment de présence de produits un peu controversés. Donc nous, on a voulu s'abroger de tout ça pour avoir un matériau avec un support textile ou sans support textile, pas pour sa propriété intrinsèque, mais vraiment parce que c'est une demande des clients pour l'usage et la mise en forme. D'accord, très bien. Alors, j'aimerais
ancrer notre sujet dans le contexte de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, donc la loi AGEC, telle qu'on la connaît aussi, qui a été promulguée en février 2020, et qui a pour objectif de faire évoluer les modes de production et de consommation vers un modèle plus circulaire, en encourageant dans l'ordre le réemploi, la réutilisation et le recyclage. Donc Loïc, tu nous parlais de cette composante très forte d'anti-gaspillage, puisque ça a été une des motivations premières de la création de votre matière, d'éviter ce gaspillage alimentaire. Thierry, on a vu dans la table ronde modérée par Nathalie à l'instant que le cuir est résolument anti-gaspillage aussi. Est-ce que rapidement tu peux nous rappeler l'origine du cuir et cette chaîne de valeur de la filière cuir pour le replay et pour les personnes qui regarderont cette table ronde, Je vais lasser toute seule. Rapidement. Je redis, oui, on est issu d'un matériau de l'industrie agroalimentaire qu'on valorise et que si on ne le faisait pas, il serait perdu et il devrait être éliminé. Donc du coup, il est recyclé. Après, il est forcément d'origine naturelle puisqu'il vient d'un animal, donc il est biosourcé. Je dis bien pas à 100%. Alors, je vais revenir sur pourquoi j'ai dit mais non, c'est pas 100%. En fait, c'est pas magique le cuir. On y met quand même un peu de chimie. Donc du coup, il y a de la chimie qui reste sur le matériau. Et donc cette chimie, alors on peut rechercher aussi des finissages biosourcés, tout ça, mais on en est au tout début. Donc non, on n'est pas recyclé à 100%. On est durable. Ça, j'ai demandé à chacun de vérifier dans sa propre vie, de vérifier combien de temps il gardait une paire de chaussures en cuir, un bracelet en cuir, une ceinture en cuir, etc. Et puis juste, j'ai rajouté à ça qu'on va lancer des tests de quantification de matières biosourcées dans différents matériaux. D'accord. Donc on va le faire pour le cuir, on va faire pour différents agents de tannage sur du cuir sans finissage, on va faire avec du cuir avec finissage, on va faire sur différents matériaux qui bien souvent ont des allégations en disant on est biosourcé, on est naturel, et que finalement on s'aperçoit qu'il y a quand même pas mal d'origine pétrolifère. Donc au départ on n'avait pas de technique pour le mesurer, puis on a trouvé une solution, on peut faire de la datation au carbone 14. Donc on va lancer ça pour pouvoir informer nos entreprises membres et leur dire effectivement quand vous commandez ce matériau, il y a du raisin, du cactus, du mycélium, etc. Mais sachez qu'il y a 3% ou 98% de biosourcés, qui est une information intéressante quand ensuite eux vont vouloir communiquer et dire qu'ils ont un matériau hyper biosourcé alors qu'il n'en est peut-être rien. Oui. Donc ça c'est lancé, on aura les résultats dans une semaine ou deux, peut-être la semaine prochaine. D'accord. Et bien sûr, on a mis le cuir dedans parce que j'ai pas les vrais résultats pour le cuir en général, sachant que chaque cuir aura sa propre valeur. Ce cuir qui est un cuir tanné végétal sans quasiment de finissage en surface ou très très fin, là on sait, il y a un peu d'huile de nourriture peut-être synthétique, là on va être à 98%, quoi. Ok. Mais les analyses le diront, c'est un peu trop tôt là. Et alors justement Je m'envole là, Non, c'est très intéressant. Dans cet objectif de circularité, moi, il y a une question, et c'est la question que je vais te poser, Loïc. En apportant sur le marché un nouveau matériau qui a pour ambition de remplacer le cuir dans son usage, est-ce que finalement, et ça c'est une question qui compte pour toutes les matières émergentes, et toi tu as l'avantage énorme de ne pas utiliser de matières pétrosourcées en prime, mais est-ce qu'en apportant sur le marché un nouveau matériau qui remplace un matériau existant et qui a fait ses preuves, est-ce qu'on ne risque pas de continuer de s'inscrire dans une logique de surproduction en amenant un matériau fait de toutes pièces ? Comment tu te positionnes là-dessus, et est-ce que finalement c'est juste l'apport d'un nouveau matériau ou est-ce qu'il n'y a pas d'autres raisons d'être derrière ? C'est difficile à dire parce que nous, en tant que producteurs, forcément notre volonté, c'est pas de se retrouver avec des stocks dormants, avec tout ça. Donc, pour échanger suffisamment souvent avec Annick sur le sujet, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place et on espère en tout cas que nos clients seront sensibles à ce sujet et mettront eux en place des choses. Nous, on va s'assurer d'avoir une production qui sera continue et qui permettra de ne pas avoir de trous
en tout cas pour répondre à un besoin industriel sur le marché, mais pour la mise en œuvre, on espère aussi que nos clients auront suffisamment de raisons pour ne pas faire trop de stock, ne pas faire trop de production, et je pense qu'on les encourage avec les nouvelles lois à justement ne pas surproduire. Maintenant, comment ça va être mis? Effectivement, comme disait Thierry, et je te passe la parole dans un instant, le cuir effectivement doit être utilisé de manière raisonnée et toute production de matériaux doit se faire de manière raisonnée dans tous les cas. Et je voudrais ajouter quelque chose. De toute manière, le cuir ne pourra pas répondre à la demande. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on l'a dit tout à l'heure clairement, on a du cuir parce qu'on a de l'élevage et parce qu'on fait du lait et parce qu'on fait de la viande. Donc une fois qu'on a 2 milliards de mètres carrés par an, d'un seul coup, on ne va pas avoir 2,5 milliards, à part de changer nos consommations et de continuer à augmenter la consommation de viande ou de lait. Donc le cuir, ça sera limité à 2 milliards, puis si on mange un peu plus, ça sera 2,1 milliards, etc. Mais de toute manière, il y a de la place pour de nombreux matériaux. Le cuir, il s'est déjà fait éjecter de tas d'utilisations qui n'ont plus d'intérêt aujourd'hui. Il n'y a pas beaucoup d'hommes, mais en foot, avant, on parlait d'un cuir quand on parlait d'un ballon de foot. Il n'y a plus un ballon de foot en cuir. Même si le speaker, lors du match, de temps en temps, il veut éviter les répétitions, donc il dit le cuir. Mais il n'y a plus de cuir aujourd'hui, ils sont tous synthétiques. De la même manière, avant, on utilisait du cuir pour tout ce qui est corroirie dans l'industrie. Ça n'existe plus, ou très très rarement. Donc on a des places où on était, on n'est plus, mais il y a peut-être de la place pour d'autres matériaux. C'est ça en fait, finalement, c'est effectivement 2 matériaux. C'est pas du tout une question de positionner le cuir versus des nouveaux matériaux. C'est en fait la grande famille des matériaux souples qui ont des compositions, des usages différents et qui effectivement existent en parallèle et qui se développent en parallèle. Exactement. Alors, on va aborder je regarde l'heure en même temps, on va aborder le dernier chapitre de notre échange sur l'impact environnemental de ces matières. Comment le mesure-t-on? Puisque donc, le tout récent rapport du GIEC insiste sur le fait qu'il faut absolument arrêter l'extraction et l'utilisation de matières pétrosourcées. On a vu que ces matières-là sont utilisées dans certains matériaux. Le cuir, tu le rappelais, est naturel, Thierry. Au CTC, comment vous mesurez cet impact environnemental? Est-ce que tu peux nous parler de l'analyse de cycle de vie, peut-être Oui, je peux parler. Rapidement, tu as quelques minutes. Ouais, non, mais je vais faire court, surtout que c'est un... Oui, il faut un peu de temps pour les questions. Non, je vais le faire hyper court. On a fait des analyses de cycle de vie de cuir dans les années 2010, donc c'est obsolète aujourd'hui. On est en train de les refaire. Et la difficulté de l'analyse de cycle de vie du cuir, il y a 2 difficultés à la réalisation d'analyse de cycle de vie du cuir. La première, c'est quelle allocation prendre pour l'élevage. C'est-à-dire, bien qu'on affirme, on dit on est un sous-produit de l'industrie agroalimentaire, néanmoins, ça ne veut pas forcément dire qu'on récupère 0% de l'impact de l'élevage. Oui, donc, comment intégrer ce pourcentage de l'élevage dans la méthode? Donc il y a des valeurs qui ont été formalisées dans le PEF cuir, mais c'est encore un sujet qui est très largement discuté à droite à gauche, donc ça c'est le premier point. Puis il y a un deuxième point qui est également assez délicat, c'est qu'on a besoin de l'impact des agents de tannage pour pouvoir faire ce calcul, et que l'impact des agents de tannage, que ce soit le chrome ou que ce soit les agents de tannage végétal, on a beaucoup de mal à avoir ces chiffres d'une manière assez précise. Donc on est en train de les refaire, mais on a, comme tous les autres matériaux, enfin je pense que ça va être le cas, des difficultés à aller au bout de la démarche. Enfin, on va au bout de la démarche, mais de se dire ça c'est le résultat exact à 0,2%, non, on n'arrive pas à faire ça. On n'en est pas là encore. Je ne serais pas mieux. J'allais dire, Loïc, est-ce que... À quel degré, moi, j'implique et je prends à ma charge ce qui a été fait dans la production de fruits et dans l'importation, alors que moi, je récolte, enfin, je prends les déchets qui arrivent sur le territoire. C'est une vraie question de fond et qui est très difficile. C'est un peu le même raisonnement. On a l'élevage qui intervient en amont. Et vous avez la filière banane, l'import-export de bananes. Exactement. À quel moment et quelle quantité je prends à ma charge et qu'est-ce que je supporte comme coût sur le poids d'impact environnemental avant ma propre mise en œuvre.
Voilà. Et ça c'est Donc vraiment très compliqué à aujourd'hui, hein. calculer. Donc c'est pas quelque chose que vous avez encore réalisé. Il est trop tôt pour se prononcer encore. Et après, j'ai envie de dire, ça ira même encore plus loin, en fonction de l'arrivage des fruits. Ils viennent pas de la même chose. Est-ce qu'ils viennent d'une production bio? Est-ce qu'ils viennent pas d'une production bio? Est-ce qu'ils viennent des Antilles? Est-ce que ça vient d'Afrique? C'est ce que j'allais te demander aussi sur tout ce qui est pesticides. Il y a d'autres enjeux qui d'un coup interviennent en fonction de la chaîne de... Oui, on a la chance aujourd'hui d'avoir des ressources de déchets qui sont astronomiques. Donc là, aujourd'hui, on fait nos premiers tests et on est encore, je vais dire, peu regardant sur la qualité. Par contre, on va faire des analyses très poussées et on travaille main dans la main avec quelques grandes marques du luxe qui nous demandent d'avoir des rapports REACH, etc. Donc on les fera et ça sera très poussé. Et à terme, nous, ce qu'on veut, c'est mettre en place une traçabilité complète. Et pour ça, on va vouloir aller très loin et de pouvoir dire, aujourd'hui, il y a des documents douaniers qui suivent les fruits. Et on va pouvoir essayer de remonter jusqu'à la production pour pouvoir dire, voilà, la matière que vous avez là, elle vient, on l'a transformée telle date, elle a été faite dans tel batch, avec tel colorant, de telle manière. Alors forcément, notre sauce secrète, elle restera secrète. Mais par contre, de dire, voilà, c'est arrivé au port à tel jour et c'était dans telle production à tel endroit. Voilà, ça va être un de nos gros enjeux parce que la demande de traçabilité, ça a été évoqué tout à l'heure, on a la table ronde juste avant. Quelle est la traçabilité? On voit qu'en France, en Europe, on est quand même très fort. Ailleurs dans le monde, c'est sur beaucoup de sujets fait un peu comme on veut et à l'emporte-pièce. Et on se veut justement, nous, référents et se dire, on va être pionnier dans les choses pour montrer la bonne route à d'autres parce qu'il y a de la place et le disait Thierry tout à l'heure à juste titre, il y a une demande énorme et pour pouvoir y répondre il faut être plusieurs acteurs mais il faut réussir à emmener du monde dans notre sillage et pas dans un sillage qui est biaisé par des produits pétrosourcés. Génial. Merci beaucoup. Merci à toi. Je te rends la parole pour les questions. Beaucoup, oui, vous pouvez en tout cas, applaudir nos intervenants. Alors, on va prendre quelques questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Pas de questions? Si. Bonjour et merci pour cette intervention. J'avais juste une question hyper pratique par rapport à l'étude dont vous avez parlé sur les matériaux émergents et leur composition réelle. Et je voulais savoir si elle allait être rendue publique ou pas du tout. C'est un statut très très particulier. Donc on travaille pour les entreprises de la filière. Donc on appelle entreprise membre, peu importe. Et donc l'étude sera communiquée à toutes les entreprises membres de CTC. Et je ne sais pas si vous en faites partie ou pas. Alors, moi, je peux apporter une autre réponse à ce sujet. Il y a une étude du FILC qui a été publiée celle-ci est accessible. Et qui est disponible, alors en anglais, mais disponible. Et il y a beaucoup de matériaux émergents qui sont repris dans cette étude. Elle est très très bien faite, mais elle porte uniquement sur les essais physico-mécaniques et elle ne porte pas sur la processabilité. Et aussi, elle a aussi quelques éléments sur sur le volet REACH également. Oui, c'est en fait la composition de ces matériaux, c'est-à-dire vraiment Loïc parlait de cette base textile, de cette mousse, de cette couche superficielle. Tout ça est très bien expliqué sur les performances techniques également, et je crois qu'elle a été traduite en français. En plus. Magnifique. Oui, donc on pourra. C'est l'étude FILC qui est parue dans la revue scientifique Coatings. Très bien, merci. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Tout est clair. Bon. Est-ce que vous souhaitez ajouter peut-être quelque chose pour conclure? Non, simplement que, en ce qui me concerne, moi effectivement, je pense qu'il est inutile de positionner ces matières émergentes versus le cuir, mais davantage de les voir évoluer et que chacune, le cuir a déjà pas mal pris son envol, qui continue à se développer, mais que ces matières émergentes également prennent leur envol en tant que telles. Et je pense que Loïc a tout bon sur son approche de dire on existe à part entière comme un matériau de la grande famille des matériaux souples. Voilà. On espère. On va essayer. Moi j'ai envie de dire, on a besoin d'avoir des matériaux désirables mais durables quand même.
parce qu'autrement ça ne va pas le faire, surtout sur la thématique d'aujourd'hui. Et puis qu'il ne faut pas oublier pour certains, dans certaines conditions, les fonctionnalités, respirabilité, confort, isolation, capacité d'isoler, etc., qui dans certains cas sont très importantes. Et le cuir donne effectivement un exemple De certaines caractéristiques. plutôt pas mal.